Chapitre 27, Tigresse. Madame Rimpoche, nous allons débarquer dans un port sous-marin secret à l'intérieur de l'île du Richard séparé d'1,5 km de la côte. Très bien. La base où se trouve Guillaume est sur l'île en question? Non, nous savons juste que nous devons accoster ici. Mais alors comment atteindrons-nous la base si vous ne savez pas où elle est, mon commandant? Les cités secrètes de la Résistance ont un réseau de communication performant et sécurisé ainsi que vous avez pu le constater. Néanmoins, personne parmi leurs populations respectives ni même parmi leurs commandements ne connaît la localisation des autres poches de rébellion. Toutes sont des cellules fantômes indépendantes. Je comprends, c'est pour éviter le démantèlement de tout le réseau si jamais l'ODC mettait la main sur l'une de ces cellules. C'est cela. Cependant, les bases rebelles peuvent mener ensemble des opérations en surface, mais jamais elles ne pourront se communiquer leurs emplacements respectifs. Les personnes des diverses bases ne se rencontrent jamais physiquement. De fait, toutes leurs communications sont suivies, cryptées et contrôlées. La rébellion dispose de toute une batterie de procédures afin d'éviter la fuite d'informations. Je vous remercie pour l'explication, commandant, mais cela ne répond pas à ma question initiale. En effet, Lucience, pour rejoindre Guillaume, c'est vous qui allez nous guider. Elle parut interloquée. Il y a dans le port sous-marin où nous arrivons un émetteur télépathique avec lequel vous rentrerez en contact à notre débarquement. C'est ce que l'on appelle un point chaud, c'est-à-dire qu'il appartient à la ceinture d'émetteurs dont la base la plus proche est celle de Guillaume. Je vois. Je vais donc y retransmettre le même message. L'humanité doit se donner un cerveau immortel qui puisse la guider sur la route où en ce moment elle chancelle. Et le dispositif libérera dans votre subconscient la mémoire génétique qui vous guidera jusqu'à la base la plus proche, en l'occurrence, celle de Guillaume. Toutes les cellules rebelles connaissent ces points chauds, cela me semble compromettre la sécurité du système. Aucune unité n'est au courant. Alors comment sommes-nous arrivés ici? Vous ne l'avez pas remarqué mais les océans sont équipés de milliers de balises télépathiques qui orientent les sous-marins rebelles vers le point chaud le plus proche. Et comment font-elles cela? J'y viens. Chaque balise identifie via un signal crypté un appareil rebelle. Ensuite, elle lance ce que l'on appelle un stimulus télépathique. J'imagine que le résultat de ce test est positif s'il y a un immortel à bord. Vous avez tout saisi. À ce moment-là, la balise comprend que nous amenons un immortel à Guillaume. Elle indique donc la direction à suivre pour rejoindre la prochaine balise et ainsi de suite. Lucience Rimpoche était satisfaite des explications. À présent, avant d'agir, elle aimait avoir un plan. Croyant que le plus dur était passé en ayant rejoint le bastion sous-marin niché dans la fosse de Porto Rico, elle s'était laissée porter par les équipes des rebelles semi-immortels. Cependant, voyant dès lors qu'elle devrait conduire le groupe, de nombreuses interrogations assaillirent son esprit. Elle continua donc la discussion avec Elio Varag, le commandant du sous-marin. Excusez-moi mais d'autres questions m'interpellent. Je vous écoute, Lucience. Si vous comptez sur moi pour vous guider, je suppose que vous n'avez aucune idée de la géographie que nous allons traverser, n'est-ce pas? Aucune. Bien, donc vous n'avez certainement prévu aucun moyen de transport adéquat. Je me trompe? Non, vous avez raison. Comment ferons-nous alors si la base ne se trouve pas dans un rayon de 50 km? Ah, je vois que vous n'avez pas encore expérimenté toutes vos capacités d'immortel avant d'embarquer sur ce sous-marin. Regardez la fiche avec les 231 codes télépathiques que j'ai laissés dans votre cabine il y a une semaine. Que voulez-vous dire, mon commandant? Ce dernier conta alors à Lucience que le don de télépathie qu'elle avait avec les émetteurs, elle pouvait aussi le développer avec la plupart des vertébrés, lesquels n'allaient pas être en mesure de lui répondre mais allaient pouvoir ainsi être domptés. Il lui suffisait juste de donner le bon code à un relais pour qu'il libère chez elle ce don grâce à une clé télépathique. Une clé similaire à celle qui débloque dans le subconscient des immortels les itinéraires pour rejoindre les bases rebelles les plus proches de leur localisation présente. Depuis la fin de la Troisième Guerre mondiale et le génocide de près de 7 milliards d'hommes, l'humanité fut frappée par diverses catastrophes et épidémies des siècles durant, conséquence des erreurs passées vis-à-vis de la nature et du climat.
La population humaine continuant ainsi à décroître, la balance des espèces put alors commencer à se rééquilibrer. Dans la région où le groupe allait accoster, ce n'étaient plus quelques dizaines mais des milliers de tigres du Bengale qui se reproduisaient et vivaient en paix. Ainsi que je vous l'ai expliqué, il doit à présent y avoir de nombreux tigres dans cette région du globe. Vous devrez donc en dompter au moins 4 lorsque nous rencontrerons un groupe, 2 pour vous et moi, un troisième pour le subalterne Alexandre Zur, qui est aussi fluet que moi et qui va nous accompagner, et enfin un dernier tigre pour charrier le matériel et les armes. Mon second restera à bord pour ramener le sous-marin et son équipage à sa base d'attache. Et si je n'y arrive pas, nous nous laissons dévorer, sans personne pour nous venir en aide? Vous réussirez Lucience, sinon nous marcherons. Par ailleurs, nous avons de quoi nous défendre et des gélules nutritionnelles pour tenir une 60aine de jours. Nous pouvons ainsi parcourir environ 1400 km à pied sur un relief de plaine, bien évidemment. Les tigres du Bengale pèsent près de 250 kg pour les mâles et peuvent courir d'assez longues distances à une vitesse proche de 45 km/h. Le sous-marin accosta donc dans le port souterrain et abandonné de l'île du Richard, Ordru, Corample, Sacri, 590 PC. Le commandant Elliot Varag envoya une équipe en reconnaissance dans le port afin de s'assurer qu'il n'y avait aucun danger. Une fois de retour, il ordonna à 3 de ses hommes d'accompagner Lucience Rimpoche dans ses vieilles installations afin qu'elle capte les informations de l'émetteur télépathique qui s'y trouvait. Après quelques minutes de marche sur ces berges obscures et oubliées, elle sentit une voix s'adresser à elle, identique à celle du lieu de culte déviant qu'elle avait fréquenté jadis et qui l'avait amenée à la base portoricaine. Alors elle énonça le code: l'humanité doit se donner un cerveau immortel qui puisse la guider sur la route où en ce moment elle chancelle. Et l'émetteur répondit: bonne nuit, Lucience. Elle en profita aussi pour entrer le code suivant: il y a autant de bénéfices pédagogiques à acquérir en étudiant des dauphins en captivité qu'il y en aurait à étudier le genre humain en observant que des prisonniers isolés. L'émetteur l'invita à nouveau à dormir. Revenue sur le sous-marin, elle s'allongea dans son compartiment. Après une bonne sieste d'une petite heure, elle rejoint l'équipage et s'adressa au commandant Varag sans ouvrir la bouche. Mon commandant, l'émetteur a bien libéré dans mon subconscient le chemin à suivre. À vol d'oiseau, nous sommes à peu près à 650 km du point de rencontre avec les passeurs. Si nous devons marcher, cela représente environ 1 mois. Il répondit à voix haute. J'espère donc que vous réussirez à dompter les tigres comme vous communiquez avec moi par télépathie. Si nous pouvons les faire courir 2 à 3 heures par jour puis marcher avec nous le reste du temps, en une semaine nous connaîtrons nos futurs hôtes. C'est cela, commandant, je ferai de mon mieux. Je n'en doute pas. Pour ne pas perdre de temps, Elio Varag passa le commandement du sous-marin à son second afin qu'il retourne à la base portoricaine avec ses hommes. Le pilote automatique était enclenché et l'équipage s'apprêtait à dormir après avoir ingurgité la pilule de l'oubli, autre processus de protection pour garder secrète la localisation de la principale base rebelle. Rapide cérémonie de circonstance avant que les 3 aventuriers ne prirent leur paquetage et leurs armes pour affronter le monde de l'Odyssée dans la plus grande discrétion. Lunettes de vision nocturne sur les yeux, debout sur la berge, ils regardaient le sous-marin se noyer dans l'eau verdoyante. Un vieux panneau rouillé indiquait le tunnel de sortie. Ils le suivirent sur près de 4 km. Un long souterrain en béton armé totalement intact les amena sur le continent. La sortie était volontairement obstruée par de gros rochers afin de la dissimuler. Néanmoins, il était possible de se frayer un chemin entre eux et une fois à l'air libre, nos héros constatèrent que la disposition des blocs de pierre créait un effet d'optique cachant efficacement la sortie du port secret. Lucience, Elio et Alexandre se trouvaient au milieu d'une épaisse forêt tropicale, marécageuse et bruyante des milliers d'espèces qui y vivaient. Après 5 heures de marche et une bonne quinzaine de kilomètres parcourus, le groupe rencontra un premier clan de tigres du Bengale à proximité d'un ancien temple dans la ville quasiment abandonnée de Barza, anciennement connue comme Basra. Les félins comme les humains étaient surpris de se trouver ainsi nés. La peur de l'inconnu envahit rapidement l'esprit de chacun. Le commandant et son subalterne dégainèrent, les tigres se dressèrent tous en dehors. Lucience, quant à elle, ne perdit pas son sang-froid et focalisa sur sa récente et présupposée capacité à dompter les tigres. D'un geste calme des bras, elle invita Elio et Alexandre à baisser leurs armes et à rester derrière elle.
Les yeux fermés, elle s'avança lentement vers les fauves. Ces derniers doucement se rasseyaient et rentraient leurs canines et leurs griffes acérées. Le mâle dominant s'approcha d'elle. Lucience le regarda fixement. Il se coucha délicatement à ses pieds. D'un grognement succinct, il ordonna à tout son groupe de faire de même. 3 tigres et 5 tigresses étaient autour de notre héroïne immortelle. Elle convia ensuite ces messieurs Varag et Ruse à se joindre à cette communion de l'homme avec l'animal. Les sous-mariniers s'exécutèrent et la peur individuelle fit place à la confiance réciproque. En ce jour d'Ordru, Corample, Sacri, 590 PC, ils se faisaient tard tout comme la fatigue se faisait sentir. Accompagnés de leurs tigres protecteurs, nos 3 aventuriers trouvèrent refuge dans une ancienne maison abandonnée. Ils installèrent leur paquetage, prirent leurs pilules nutritionnelles, remplirent leurs gourdes après avoir stérilisé l'eau d'un ruisseau environnant, et se dirent bonne nuit. Les tigres s'établirent à l'entrée de la maison pour la garder. Les femelles partirent chasser. À leur retour, un petit festin improvisé avant une nuit de sommeil. Le lendemain, réglu, le groupe se réveilla à Lozéley. Une longue journée dans la jungle et les marécages les attendait. Lucience renoua le contact télépathique avec les félins, lesquels se laissèrent monter docilement par le petit groupe de rebelles. Madame Rimpoche, allongée sur le mâle dominant, prit la tête du convoi. 2 femelles charriaient les affaires et les armes. Les tigres restants portaient Elio et Alexandre. Ce fut une journée test pour les 2 espèces qui se passa sans encombre. Toutes les demi-heures environ, le groupe faisait une pause pour que leur monture ne soit pas exténuée. Après une longue matinée à traverser cette forêt humide et inhabitée, ils arrivèrent à un ancien pont, le pont Magna. Par chance, il était recouvert de végétation, ce qui leur permit de traverser un grand fleuve sans risquer de se faire repérer par un drone, un avion ou un satellite de l'ODC. Quelques kilomètres plus loin, ils passèrent un autre pont du même acabit afin de franchir un autre bras du même fleuve. Enfin, une dizaine de kilomètres plus au nord, ils trouvèrent refuge dans d'anciennes maisons en ruine. Sonhuiché n'ayant pas tardé, Ruse, Varag et Rimpoche préférèrent monter le camp dans cette ville abandonnée par l'homme et tropicalisée par la forêt. Espatium, l'équipe continua son parcours. Une dizaine de kilomètres plus au nord, les tigres les firent passer à quelques mètres d'un ancien mausolée où une petite bourgade s'était constituée. Continuant dans la même direction, afin d'éviter l'ancienne capitale d'avant-guerre, Daka, encore habitée et rebaptisée post-Comadi sous le nom de Tka, nos héros durent faire un détour par les, ce qui leur prit la journée. Ensuite, ils décidèrent de se reposer pour la nuit aux abords d'un temple hindou délabré fusionnant avec une nature luxuriante dans l'ancien district maintenant déserté de Guzipar. Le tiers du chemin venait d'être parcouru. Pour l'instant tout se passait au mieux et l'aide des tigres s'avérait essentielle. Étoilin, Labouriu, Sacri, le groupe continua vers le nord. Il parcourut environ 80 km dans une jungle et un relief identique. La zone qu'ils atteignirent en soirée était plus sauvage que celle qu'ils avaient traversée jusqu'à présent. De fait, ils ne trouvèrent aucune ancienne habitation pour se loger et montèrent du coup leur hamac dans les arbres afin de ne pas prendre l'humidité et d'éviter d'être attaqués par des bêtes. Cette nuit-là fut agitée car les tigres se trouvaient sur le territoire d'un autre groupe plus important de félins. Vernera, alors que tout le monde dormait, un rugissement brisa le brouhaha nocturne de la forêt. L'instant d'après, le mâle dominant se battait avec un autre tigre. Le sang de Lucience ne fit qu'un tour. Elle ne comptait pas laisser son nouvel ami se faire tuer ni même blesser. Elle descendit promptement de l'arbre où elle dormait et jeta l'eau de sa gourde sur les 2 fauves qui se séparèrent aussitôt. Alors elle entra en communication télépathique avec eux et leur ordonna d'arrêter le combat. Après quelques raclements de gorge, ils s'exécutèrent et l'intrus amena son clan loin du campement. Le tigre de Lucience la fixait avec un regard de remerciement. Il s'approcha d'elle et les 2 eurent un long geste de tendresse l'un envers l'autre. Le mâle était légèrement ouvert sur la cuisse gauche. Rimpoche prit alors sa trousse de secours et, avant de faire quoi que ce soit, augmenta son emprise télépathique sur le félin. Elle put ainsi désinfecter et coudre la plaie sans danger avec l'aide du commandant Varag qui était médecin militaire de formation. Néanmoins, le subalterne Ruse avait la main sur son arme pour protéger ses camarades en cas de nécessité. Suite à cette frayeur, tout le monde retourna se coucher. Le lendemain, du fait de la blessure du mâle dominant, Lucience monta sur une femelle pour continuer leur route. Pour que le tigre ne force pas trop, le groupe ne fit qu'une 50aine de kilomètres vers le nord dans un décor qui paraissait infini de similitudes. Vie.
Ils continuèrent encore dans la même direction, faisant une distance identique à celle de la veille. Le tigre commençait à récupérer de sa blessure. Quelques collines faisaient leur apparition. Afin de poursuivre vers le nord, l'équipe devait traverser un large fleuve dépourvu de pont. Du fait de sa taille et ne sachant pas si des espèces dangereuses y évoluaient, il était préférable de prendre un canot. L'une des tigresses poussa un grognement en direction de la berge. Il y avait à 400 mètres une communauté de pêcheurs. Notre héroïne, le commandant et son subalterne savaient bien qu'il ne fallait pas demander de l'aide à des inconnus car la délation faisait partie des mœurs inculquées par la parole commerciale. Lucien sollicita alors les tigres pour qu'ils s'approchassent du village et des embarcations dans le but de faire diversion. La stratégie fonctionna au début et le groupe put prendre un canot à leur moteur. Néanmoins, lorsque les félins entrèrent dans l'eau pour rejoindre leur maître, les villageois aperçurent le bateau volé. Ils sonnèrent alors immédiatement l'alerte. Au moment où nos héros débarquaient sur l'autre rive, un aéroglisseur de la police faisait son apparition au loin. Il fallait agir vite pour ne pas être pris ni identifié. Les tigres étaient encore au milieu du fleuve. Sans eux pour se déplacer rapidement, la police les rattraperait probablement dans leur fuite. Affronter directement les policiers n'était pas non plus une option car ils auraient eu le temps d'appeler des renforts avant d'être éliminés. Alors que faire? Le commandant Elio Varag reprit l'opération en main. Nous ne pouvons pas perdre l'occasion d'amener un membre de la Trinité à Guillaume. Même si ça doit m'en coûter la vie, cette mission doit être un succès. Quel est votre plan, mon commandant? Répondit Alexandre, son subalterne. Lucience, Zur, vous allez fuir dans la forêt, les tigres vous rattraperont. Je vous laisse mon pactage et ne vais prendre que cette mini-bombe chimique. Mais qu'allez-vous faire, mon commandant? Vous sauvez la vie. Mais mon commandant. Lucience ne disait mot, elle devinait sa détermination, elle savait le sacrifice nécessaire. Partez, c'est un ordre, et dorénavant, voyagez de nuit, cela sera plus discret. Adieu Elio, et merci. Conclut le binôme. Rimpoche et Alexandre s'enfoncèrent à la hâte dans la jungle. Varag marcha calmement sur la berge en direction des policiers et les mains en l'air. Les tigres finirent leur traversée et coururent rejoindre Lucience après avoir jeté un regard au commandant. La brigade arrêta son aéroglisseur et adressa la parole à Varag dans une langue qu'il ne comprenait pas. Un policier s'approcha de lui, le menotta et le fit monter sur son embarcation. Alors Elio laissa glisser discrètement le détonateur des bombes chimiques de sa manche jusque dans sa main, et l'actionna. Un gaz incolore, inodore, et porteur d'un poison à retardement se dégagea sur l'aéroglisseur. Tout le monde tousseta et la machine redémarra pour amener le suspect à la salle d'interrogation. 15 km en aval du fleuve, au milieu de nulle part, toutes les personnes à bord moururent quasiment au même instant. La brigade manquante n'allait être retrouvée par les autorités que 3 jours plus tard, date à laquelle Lucience aurait rejoint Guillaume. Le point de rendez-vous avec les passeurs se situait sur un sommet de la première montagne au nord. Lucience devait y être à l'oseille et le point de rencontre était proche d'un endroit surplombant la plaine. Cette place était probablement sacrée par le passé car il s'y dressait une petite colonne ornée de drapeaux partiellement décolorés en guise de symbole divin. Après un jour et 2 nuits à se cacher et avancer dans la jungle, Zur, Rimpoche et les tigres atteignirent leur destination. Nous étions réglus, Labouriu, Sacri, 590. Alors que la troupe regardait le soleil se lever à l'est, Lucience entendit la voix d'un émetteur télépathique résonner dans sa tête. Pour faire le contact avec les passeurs, il lui demandait le code. L'humanité doit se donner un cerveau immortel qui puisse la guider sur la route où en ce moment elle chancelle. Elle s'exécuta et le mini-émetteur que tenait l'un des 2 passeurs confirma que Lucience était bien l'élu de Sex XX. 5 minutes plus tard, une voix brisa le silence du petit matin. Bonjour Lucience, comment allez-vous? Je suis triste et exténué. Le commandant Varag qui nous accompagnait a dû se sacrifier pour que nous puissions vous trouver. Après leur avoir raconté ce qu'il s'était passé, elle leur présenta Alexandre et leur demanda leur prénom. Je suis Jigme et voici Quezar. Nous sommes honorés de faire votre connaissance. Cela fait des siècles que nous vous attendons. Soyez les bienvenus. Merci, c'est gentil. Quelle est la suite du programme? Nous allons vous conduire à Guillaume,
le premier membre de la Trinité. Il vaudrait mieux faire vite car après ce que vous venez de nous raconter, j'ai peur que l'Odyssée soit déjà à votre trousse. Nous vous suivons. Vous pouvez dire au revoir à vos tigres et les remercier de vous avoir amenés jusqu'ici. L'entrée est donc toute proche? Non, environ 150 km. Mais nous avons un moyen de locomotion discret. Ce sont des robots coureurs électriques qui laissent des traces de taquin, un animal de la région. De cette manière, à l'inverse des véhicules à roues, nos va-et-vient sont silencieux et ne sont pas repérables par les appareils espions de l'Odyssée car ils se fondent avec ceux des troupeaux que nous croisons. Par ailleurs, nous prenons régulièrement des chemins différents afin de brouiller les pistes et d'éviter les risques des schémas réguliers. Je vois, c'est astucieux. Toutes les bases secrètes ne sont pas équipées de ces appareils, cela aurait pu nous être utile pour vous rejoindre depuis le sous-marin avec lequel nous avons accosté sur vos côtes. Je ne sais pas Lucience. Chaque base a des équipements spécifiques liés à sa structure et à sa géographie. De plus, certains ont été développés en totale autarcie. Je comprends bien. Et à quelle vitesse courent vos robots? Ils peuvent atteindre 100 km/h mais dans les montagnes, nous ne dépassons pas trop les 70 à cause du relief. Pour que le voyage soit confortable et comme nous serons 2 par véhicule, nous allons courir à 30 km/h de moyenne. Il y a donc 5 heures de route devant nous. Un peu plus car nous ferons quelques pauses. Cela nous permet d'analyser les mouvements dans les vallées et de prendre les chemins les plus discrets. Vous ne vous êtes jamais fait prendre par la police ou d'autres services de l'œil du droit chemin? En plus de 400 ans de carrière, jamais. Par contre, une autre équipe s'était faite repérer il y a plus de 80 ans par la police locale. Que s'est-il passé? Comme ils avaient vu qu'ils étaient pris en filature, ils ont fui dans une direction opposée à celle de la base et quand ils furent assez loin ils se firent exploser comme l'impose la procédure. Rimpoche faisait les gros yeux. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne nous arrivera pas. En effet, après une bonne journée sur les robots coureurs, Jigme, Quasar, Alexandre et Lucien s'atteignirent la nuit chez les abords de la cité secrète, celle où Guillaume attendait depuis de nombreux siècles l'arrivée des autres immortels. Ce n'était qu'ainsi qu'il pourrait compléter la Trinité, à travers elle, le dessein d'avenir du professeur Maritoret. La nuit était tombée et le groupe se trouvait à une petite dizaine de kilomètres de l'entrée. Les 4 protagonistes s'équipèrent de leurs lunettes à vision nocturne et empruntèrent à vitesse réduite un chemin escarpé à flanc de montagne. La nature était silencieuse, les troupeaux de taquins environnant sereins, la nuit dégagée. Jigme, qui portait Lucience derrière lui, chuchota brièvement l'histoire du lieu où ils arrivaient. Vous voyez au loin le petit temple suspendu à la falaise? Oui, je le distingue grâce à la clarté de la lune qui lui donne un bon contraste par rapport au parapet. Eh bien je vais vous raconter sommairement son histoire. C'est un ancien lieu de culte bouddhiste, une religion asiatique d'avant-guerre, plus proche de la philosophie que de la théologie, mais là n'est pas le sujet. Ce monastère porte le nom de Takshan Goamba, et il est situé dans l'ancien pays du Bhoutan. Au cours de la guerre du jugement dernier, le Bhoutan était sous protectorat de la Triasie. Il ne participa pas dans les conflits et pour cela il fut relativement épargné de la destruction massive. Néanmoins il soutenait secrètement les Testries asiatiques et offrit donc son territoire pour y enterrer et protéger ce pourquoi la Triasie se battait. Guillaume et le projet de Maritoret de rendre l'homme immortel. C'est donc au milieu de nulle part que la Triasie a construit son principal refuge. Oui, c'est aussi ce qui le rend introuvable. Je vois en tout cas que vos systèmes de dissimulation sont plus que performants. Avant d'être éclairé par la vraie lecture des Comadies, j'étais juge, une des plus puissantes classes sociales dans la hiérarchie de l'Odyssée. J'avais donc accès à de nombreuses informations et à une pléthore d'outils pour traquer les déviants comme vous. Eh bien nous étions à des années-lumière de vous trouver. Ne nous croyez pas invincibles, l'Odyssée a bien plus de ressources que ce que vous ne l'imaginez. Vous en parlerez certainement plus en détail avec Guillaume. Nous sommes arrivés. Personne ne vient jamais ici? Non, l'endroit est déserté et les gens de la vallée ne s'aventurent pas trop hors de la ville. De toute façon, nous sommes équipés d'un détecteur thermique d'une portée supérieure à 1 kilomètre afin de rester à l'abri des regards indiscrets.
Les robots entrent-ils avec nous? Oui, ils ont un peu de choses près notre largeur et pèsent le poids de 2 hommes. Il n'y a donc pas de risque qu'ils déforment le sol sous leur passage et qu'ils laissent des traces que nos ennemis pourraient exploiter. Devant le monastère, les passeurs firent se coucher les robots coureurs comme pour imiter des taquins venus dormir ici. C'était une précaution supplémentaire pour brouiller les pistes. Ensuite, Alexandre, Lucience, Jigme et Quasar entrèrent dans le temple abandonné suivis des 2 robots. Après avoir admiré les ornements poussiéreux et traversé diverses salles, ils pénétrèrent dans la grotte dissimulée derrière le bâtiment. Grâce aux lunettes nocturnes, ils distinguaient clairement le relief, et le sol n'était que du roc sans terre ni argile. Après avoir marché une centaine de mètres dans un ruisseau souterrain, l'équipe se trouva dans ce qui paraissait être un cul-de-sac. Quasar et Jigme levèrent les yeux vers le plafond et entamèrent une explication. « Vous voyez la voûte de cette salle ? » Oui, Quasar. Répondirent en chœur Lucience et Alexandre. « Vous avez l'impression que ce n'est qu'un seul bloc, n'est-ce pas ? » Bien sûr. En fait, il y a un trou qui est caché par un hologramme permanent. Je vais à présent actionner un treuil qui va descendre pour nous permettre de pénétrer dans la base secrète. 5 secondes plus tard, un câble en acier équipé d'une anse venait de se positionner à leur hauteur. Quasar mit son pied droit dans l'orifice et attrapa le câble des 2 mains. Le treuil le souleva et il traversa la roche tel un passe-muraille. Ensuite, ce fut au tour des robots. Au niveau de leur point supérieur de gravité, il y avait un crochet amovible pour les pendre au câble. Quasar était monté le premier pour pouvoir les décrocher. Lucience, Alexandre et enfin Jigme rejoignirent l'autre passeur. Une fois en haut, Rimpoche et Zur restèrent à hurler quelques minutes de cette entrée surprenante et ingénieuse. Le groupe emprunta ensuite un tunnel parfaitement obscur avant de se présenter devant une porte blindée. Jigme en actionna l'ouverture et le groupe entra dans un sas. La porte se referma et une voix retentit. « Bonsoir à tous. Veuillez enlever vos lunettes à vision nocturne car nous allons éclairer le sas. » Le groupe obéit et passa ensuite par plusieurs procédures visant à protéger la base d'un éventuel espion de l'ODC, d'un quelconque cheval de Troie ou même d'agents chimiques, viraux ou bactériologiques qui pourraient la mettre en péril. Merci pour votre coopération. Vous êtes autorisés à entrer.